avec l'invité, nous irons en Guinée évoquer donc cette phrase du président Alpha Condé. On a voulu anéantir économiquement le peuple guinéen. Nous évoquons également la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo, qui plaide de nouveau son acquittement. Et puis Donald Trump qui autorise enfin le FBI à enquêter sur le juge Kavanaugh. Ce sera avec Maître Eric et Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Niaoui. On commence avec la Guinée. Le président Alpha Condé a attribué une part des difficultés traversées par son pays depuis l'indépendance en 1958 à l'attitude de la France de l'époque. Dans une interview qu'il a accordée à Conakry à des journalistes de France TV5 Monde, RFI et le journal Le Monde, il a eu cette phrase: on a voulu anéantir économiquement le peuple guinéen. Lorsque nous avons pris l'indépendance en 1958, du jour au lendemain, tous les cadres français sont partis. La Guinée est restée sans cadre. D'abord, mettre ça, ce souvenir d'une Guinée qui, sous Sékou Touré, avait osé dire non à De Gaulle et à toute la France. Est-ce que déjà c'est un sujet de fierté pour l'Afrique noire en général? Absolument, c'est un sujet de fierté parce que en la matière, il était précurseur. Il faut se souvenir que le Togo avait précédé, mais avait voté oui. La Guinée était le premier à voter non et à vouloir l'indépendance tout de suite. Et il faut se souvenir que le général de Gaulle s'était offusqué de la démarche de Sékou Touré et avait décidé de lui faire expier cette outrecuidance de toutes les manières possibles pour lui montrer que les patrons, c'était d'abord la France. Et en cela, rien ne lui a été épargné. Le mépris a été total et même violent parce que non seulement les cadres étaient partis, mais on avait brûlé les archives de l'administration. Alors, vous ne pouvez pas construire un pays sur zéro cadre et sur zéro mémoire administrative. Donc, oui, effectivement, on a voulu anéantir le peuple de Guinée. Alpha Condé a raison, c'est un fait historique. Il ne s'agit pas d'imputer toutes les tares de la Guinée d'aujourd'hui à cette période-là, parce que 60 ans se sont passés, 60 ans dans la vie d'un peuple, c'est quand même beaucoup. C'est un morceau de temporalité qui est suffisamment intéressante pour pouvoir faire des choses, changer les choses et évoluer dans un sens concret. Mais souvenons-nous quand même que c'était la France qui avait organisé l'étouffement de la Guinée en venant injecter de la fausse monnaie pour complètement anéantir la monnaie guinéenne. Ça aussi, ça fait partie des faits historiques que les gens doivent savoir. Alors, est-ce que ça a eu un impact sur les retards de la Guinée? Assurément. Assurément. Il faut avoir le courage de le dire, parce que la Guinée, une fois son indépendance conquise, a fait quand même une démarche amiable vers le général de Gaulle et la France pour dire, écoutez, maintenant nous sommes indépendants, mais il y a encore des espaces de coopération possibles. Mais il s'est fait rabrouer. Sékou Touré s'est fait rabrouer. Et c'est comme ça qu'après, on l'a complètement rejeté dans les bras de l'URSS et des pays du pacte de Varsovie. Donc après, si le régime s'est endurci dans une paranoïa totale, c'est parce que aussi ce régime a été combattu de la façon la plus mesquine et la plus violente possible par l'Occident, au premier rang desquels se trouvait la France, qui avait des comptes à régler avec ce régime-là. Mais 60 ans après, dire, par exemple, quand le président Alpha Condé dit les Français doivent savoir que si la Guinée a été en retard, il y a la responsabilité des chefs d'État guinéens, mais aussi la responsabilité de la France. Est-ce que c'est pas trop facile comme dédouanement? Écoutez, ce n'est pas facile du tout. Et je pense que, si vous voulez, nous ne pouvons pas évoluer correctement si nous n'acceptons pas le fait colonial dans ce qu'il a eu comme facteur de retardement. Voyez, c'est-à-dire que en fait, sous la colonisation, on va poser des éléments très concrets et très simples. Prenons le cas de ce pays, le Togo. En 1960, le 27 avril 1960, combien vous aviez de médecins togolais? Combien vous aviez de lycées? Combien vous aviez d'universités? 0 université. 2 lycées, le lycée Bonne-Carrère, qui est devenu le lycée de Tocoin, et le collège Saint-Joseph. Bon,
On avait ça, principalement. 2. D'accord ? Et comme médecin, le jour de l'indépendance, vous pouviez compter sur les doigts d'une seule main le nombre de médecins. Alors, comment voulez-vous ? Et pourtant, l'occupation française, la mise sous tutelle de la France, protectorat, ou tout ce qu'on veut, tous les régimes juridiques qu'on veut, cumulés, a quand même duré de 1918 à 1960. On a quand même eu 42 ans. Pendant 42 ans, il n'a pas été possible de créer chez nous des universités. Combien il y avait d'hôpitaux ? Les voies ferrées, c'était uniquement pour transporter les matières premières et c'était pas pour transporter les hommes. Alors quand on nous dit, après 42 ans, où ils ne payaient rien, même le travail forcé était acquis. Donc on ne payait même pas les ouvriers qui travaillaient. Bon, ça, c'était le fait colonial. Donc ils avaient eu tous ces avantages et les peuples africains n'ont eu aucune retombée, aucun avantage. On a formé des gens qui étaient des semi-lettrés et des cadres moyens au maximum. Quand vous étiez instituteur, c'était déjà le summum dans beaucoup d'endroits. Quand vous étiez commis à la poste, vous étiez déjà un intellectuel. Vous comprenez ? Alors, quelques rares ont été des agrégés de lettres, etc. Mais bon, ça, c'était à la botte vers la fin. D'accord ? Donc, tout ça fait partie des facteurs du retardement. Parce qu'on ne peut pas, sur une seule génération, avoir construit la totalité de l'avenir d'un pays et de son histoire. Donc, c'est maintenant les deuxièmes générations qui sont en train de secréter la valeur ajoutée de la matière grise et de la ressource humaine nécessaire au développement. Donc, oui, à cette époque-là, les ressources humaines étaient complètement taries, inexistantes. C'est la raison pour laquelle il y a la coopération. Jusqu'à récemment, encore dans certains pays, indépendants depuis plus de 50 ans, le directeur des affaires juridiques ou le conseiller juridique du chef de l'État était encore un Français détaché par le Quai d'Orsay. Alors, quand vous avez de pareilles situations, on ne va pas s'étonner qu'il y ait eu quand même des pesanteurs qui ont alourdi les difficultés de ces pays-là et que ça n'a pas été facile. Vous voyez, c'est comme si on confiait du jour au lendemain la maison que vous habitez peut-être avec vos parents, avec votre famille, à un enfant de 4 ans. En disant, ok, d'accord, ben, papa n'est plus là, il n'y a plus personne, donc c'est toi qui vas administrer la maison. Il en faut du temps. Mais c'est la raison pour laquelle ce n'est pas pour se dédouaner du tout, c'est un fait historique, une réalité concrète qu'il faut débattre. Mais là, c'est comme quand vous prenez l'exemple sur un enfant de 4 ans, quand il se met à réclamer son indépendance alors qu'il sait qu'il n'a pas encore les coudées franches, c'est incompréhensible. Non, c'est là le problème. Qu'est-ce qui crée le désir d'indépendance ? Ce sont les frustrations de tous les jours. C'est le fait d'être considéré comme un citoyen de seconde zone. C'est le fait de voir tous les jours les autres bénéficier de tous les privilèges et vous, de vous trouver relégué à la portion congrue tout le temps. C'est ça qui crée le désir d'indépendance. S'il y avait eu, vous voyez, un traitement, on va dire, plus soucieux d'évolution humaine, parce qu'on va dire, on vous a construit des hôpitaux, on vous a instruit. Mais non, les cadres supérieurs sont toujours importés. Voyez, même pour la correction des copies du baccalauréat à l'époque, il fallait les corriger à Bordeaux. Voyez, c'était ça la réalité. Alors, forcément, il y a des gens qui se sentent frustrés, notamment après la Seconde Guerre mondiale, quand beaucoup de gens ont vu ce qui s'est passé, ont vu comment l'Europe a eu recours aux États-Unis, notamment pour se relever, se sont dit, mais tiens, finalement, ceux que nous considérons comme nos maîtres ne sont pas si forts que ça, ils ne sont pas si puissants. Nous les regardons si grands parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. C'est ce levons-nous-là qui a été porté à l'Acmé par Sékou Touré.
On va changer de sujet, on va évoquer maintenant le cas Laurent Gbagbo. Les audiences sur une demande d'acquittement de Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale ont débuté lundi sous les yeux de certaines personnes venues soutenir l'ancien président de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est jugé pour des crimes contre l'humanité présumés commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Il est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la CPI qui siège à la Maître Sosa. D'abord, est-ce qu'on peut se dire, espérer qu'il y ait quelque acquittement que ce soit, vu la manière dont la CPI procède pour chaque fois maintenir ce prisonnier-là en détention? Écoutez, en tant que panafricain, je le souhaite. Je le souhaite ardemment parce que, je l'ai dit plusieurs fois devant vous-même, ce procès est un scandale historique et les charges que l'on cherche contre M. Gbagbo, à mon avis, sont difficiles à démontrer par l'accusation. Et il faudrait à un moment donné que cette histoire, cette mascarade se résolve par un acquittement total de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Parce que il trouvait des crimes contre l'humanité dans le fait que, étant chef des armées, qu'il y a eu une attaque avérée d'une force ennemie, demander aux forces de défense et de sécurité de rester les bras croisés, là ce serait criminel. Leur demander d'aller au front, c'est responsable, et pour l'avoir fait, je ne pense pas qu'on soit passible de condamnation quelconque pour crime contre l'humanité. C'est justement ce qu'entendent plaider les avocats de Laurent Gbagbo. Mais est-ce que ça va marcher devant la détermination de Fatou Bensouda? Écoutez, Dieu merci, il y a quand même l'égalité des armes. Il y a un parquet, il y a une défense, et à chaque fois, les juges observent en toute partialité, on l'espère, parce que quand on a décidé de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, ce n'était pas évident. Mais on a vu que, effectivement, il arrive que ces juges appliquent la loi sans état d'âme. Et voilà. Mais dans le cas Laurent Gbagbo, c'est beaucoup plus compliqué. En quoi ce serait plus compliqué? Ce n'est pas comme Jean-Pierre Bemba où il s'est susurré qu'on l'a libéré pour faire une sorte de pression sur Joseph Kabila. Ici, celui contre qui Laurent Gbagbo s'est battu est encore au pouvoir. C'est vous qui le dites et je vous laisse totalement responsable de votre supputation. Je ne la fais pas. Je ne veux pas rentrer dedans. Je veux considérer les faits tels qu'ils sont. Et le fait judiciaire, dans la procédure qui est menée contre M. Gbagbo, dans sa totalité technique. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une accusation qui tienne, il faut des faits. Et les faits doivent être susceptibles de recevoir la qualification qui est prévue par les lois en application et sous l'empire desquelles on veut juger. Alors, si les crimes contre l'humanité sont imputés, il faut les démontrer. Et pour l'instant, je ne pense pas que ça a été démontré. Parce que les témoins qui ont été cités par l'accusation jusqu'à présent n'ont pas fait la démonstration qu'il y avait un plan concerté de la part de M. Gbagbo de s'en prendre à des civils partisans de Alassane Ouattara. Il y a une crise électorale, une crise post-électorale, oui. Mais ce dont il s'agissait principalement, c'était une contestation d'un résultat. On ne va pas refaire l'histoire. Mais c'était d'abord de ça qu'il s'agissait. Et il y en a un qui dit non, on a gagné et on va vous faire quitter le pouvoir par la force. Et c'est ce qui s'est passé. Celui qui a fait quitter le pouvoir par la force, c'est quand même pas Gbagbo. Alors, on a utilisé la force sans aucune violence. Et on a quand même gagné le siège présidentiel. Sans aucune violence, du tout. Ça, vous voyez, je ne sais pas par quel théorème exotérique ces gens-là sont arrivés à qualifier de guerre civile des faits qui ont opposé deux parties belligérantes à la fin du compte, mais que l'une a gagné, mais a gagné finalement sans aucune violence. Je ne sais pas comment on arrive à ce résultat. Par quel théorème c'est possible? Alors, beaucoup semblent dire que le dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est vide,
Mais l'acharnement avec lequel le procureur ou la procureure maintient ces deux personnes en détention... C'est pas la procureure qui maintient en détention. C'est la cour qui maintient en détention parce que ça arrange le procureur. Mais bon, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que normalement, on doit sous-peser tous les arguments en faveur de la liberté aussi. Parce que c'est un principe universel aujourd'hui qui est acquis comme un fondamental des droits de l'homme. C'est-à-dire que la liberté est le principe et la détention est exceptionnelle. On doit détenir que parce que c'est absolument nécessaire pour s'assurer de la personne qui est poursuivie. Alors, qu'on m'explique en quoi il est impossible que Laurent Gbagbo, libre, comparaisse volontairement. Il va être fugitif de quoi et jusqu'où? À quelle frontière sera-t-il inatteignable? Non. C'est effectivement un acharnement et c'est du harcèlement judiciaire total. Et la justice internationale ne devrait pas ressembler à ça. Alors, beaucoup disent que même si les juges allaient dans le sens des avocats de Laurent Gbagbo et l'acquittaient, la procureure pourrait faire appel. C'est son droit. Et si elle fait appel, il faut encore qu'en appel, elle fasse meilleure démonstration de ce qu'elle n'a pas pu démontrer en première instance. Mais jusque-là, Laurent Gbagbo n'est pas sorti de prison. Non, ce n'est pas parce qu'elle a fait appel que automatiquement ça rend impossible une libération provisoire. Non. Mais il y a aussi beaucoup de temps entre, par exemple, cette procédure qui s'est ouverte jusqu'à une éventuelle libération provisoire. Oui, les experts parlent de plusieurs semaines. Oui, c'est vrai. Nous en sommes à la 11e demande de mise en liberté qui est rejetée, ou 11e ou 12e, je ne sais plus, je n'ai pas le compte précis. Mais il faut continuer parce que c'est un principe et il faut à un moment donné qu'on arrive à l'imposer. Le dernier sujet que nous évoquons, c'est les USA. Sous la pression grandissante, y compris des républicains, Donald Trump a ordonné l'ouverture d'une enquête du FBI sur son candidat à la Cour suprême accusé d'agression sexuelle, repoussant de fait le vote très attendu du Sénat américain sur la confirmation de Brett Kavanaugh, le magistrat autour duquel s'est cristallisée une intense controverse cette semaine, a indiqué accepter et coopérer. C'est une bonne chose quand on connaît un Donald Trump jusqu'au boutiste. C'est une bonne chose qu'il lâche du lest sur cette enquête du FBI. Disons qu'il le fait à contre-cœur. Il le fait bien malgré lui, parce que, vous voyez, ce dossier est pour moi une illustration de ce pourquoi on peut désespérer de la démocratie. Parce que ça, c'est vraiment c'est le contre-exemple de ce que ça devrait être. On nous a parlé tout le temps de séparation des pouvoirs et nous autres Africains, nous sommes des élèves assidus de cette doxa et nous appliquons à en faire une réalité chez nous. Et voilà qu'on nous montre, et par l'exemple du pays qui est l'une des démocraties les plus attestées au monde, que finalement il n'y a pas de séparation de pouvoir. Parce que regardez, c'est l'exécutif qui désigne un juge pour le judiciaire, d'accord? Et c'est un système législatif, enfin le pouvoir législatif, qui confirme, mais pas sur une base de partialité, ni du mérite, sur une base partisane. C'est-à-dire que là, ici, on est dans le contre-exemple total et on est dans la fracture la plus vulgaire de ce qu'on appelle la partialité, qui est ennemi de toute justice, justement. Parce que ce juge-là, il ne va pas à la Cour suprême pour être impartial. Il y va pour défendre une idéologie politique. Il y va pour représenter un agenda politique. Donc, en fin de compte, sa nomination n'est que politique. On ne se préoccupe pas de savoir quelle qualité de magistrat il a, mais on s'assure de la fermeté de ses opinions partisanes pour un camp. Et c'est pour ça qu'on veut lui et pas un autre. L'Amérique regorge de juristes ultra compétents. On pouvait en choisir n'importe quel autre. Mais c'est celui-là qu'on veut et pas un autre. Parce qu'il faut affirmer et affermir le penchant ultra droit
de la Cour suprême, parce que ce juge-là, il va être déterminant sur des questions essentielles, sur les libertés publiques, sur le droit des gens. Et on est en train de vivre ça en direct. Ça ressemble pour moi à un film d'horreur, parce que, vous savez, par philosophie, par déformation professionnelle, je suis un passionné, un adepte acharné de la justice totale. Et la justice totale doit être expurgée de toutes sortes de suspicions, de partisanerie. Or là, on est en train de construire une Cour suprême pour qu'elle soit partisane. Et on nous dit que c'est ça la démocratie. Mais c'est sur ça que les États-Unis se sont bâtis aussi. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on on pousse le modèle jusqu'à sa caricature. Là maintenant, on est en train vraiment de vivre la dérive ultime de ce modèle-là. Ça peut déraper gravement. Et avec un président sur le modèle de M. Trump, on peut avoir droit à tout. Parce que si un événement se produit encore sous son mandat et qu'il faut encore nommer un juge à la Cour suprême, la Cour suprême des États-Unis deviendra finalement une institution de non-justice. Parce que selon l'opinion dominante, vous savez que vous allez perdre. Donc, si vous allez devant votre juge, en sachant qu'il va vous juger en fonction de ses opinions politiques, pas en fonction du droit, vous avez des problèmes. C'est ça le problème. Mais apparemment, aux États-Unis, ça ne semble pas choquer l'opinion. Ce qui choque le plus, c'est le profil même du juge Kavanaugh. Oui, on s'attend à ce que, quand même, à la Cour suprême, où les gens ont un pouvoir étendu, où ils sont juges à vie, où ils ont le droit de vie et de mort, parce que même quand on fait recours contre une sentence de la peine de mort, c'est devant la Cour suprême. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui sont ultra puissants. Alors, on s'attend quand même à ce qu'ils soient un minimum irréprochable. Or là, nous avons un profil très particulier et hautement teinté. Affaire à suivre. On continue donc de regarder cela. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé. C'est un plaisir. Nous marquons la pause et après le journal, on va continuer avec Regard croisé.